Au sommaire de cette édition, le président nigérien Muhammadu Buhari annonce l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'armes et d'équipements pour l'armée durant les 8 dernières années. Au Tchad, le Premier ministre a procédé à un remaniement ministériel. Principale nouveauté du remaniement, la scission en deux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Au Burundi, Amnesty International dénonce des faits de violation des droits de l'homme. Selon l'organisation, les opposants du président Nkurunziza sont couramment victimes de torture. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'armes et d'équipements pour l'armée pendant les 8 dernières années. La commission chargée de l'enquête a été créée en accord avec la volonté du président Buhari d'éradiquer la corruption et les irrégularités dans les services publics du Nigeria. Rappelons que la lutte contre la corruption est l'un des défis que s'est engagé à relever le chef de l'État nigérian lors de sa prise de pouvoir. Restons au Nigeria où le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon séjourne depuis dimanche à Abuja dans le cadre du 4e anniversaire de l'attaque de Boko Haram contre le siège des Nations Unies dans ce pays. Il a procédé hier lundi à un dépôt de gerbes en mémoire des 21 fonctionnaires des Nations Unies assassinés le 26 août 2011 par les islamistes. Reportage. La lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria depuis 2009 était au centre des discussions entre Ban Ki-moon et le président nigérian Muhammadu Buhari qui a pris ses fonctions fin mai. Lundi, le dignitaire a déposé une gerbe pour commémorer le 4e anniversaire de l'attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU à Abuja, une attaque qui a fait 21 morts le 26 août 2011. Le secrétaire général des Nations Unies ne s'est point préoccupé de la lutte contre Boko Haram, mais plutôt de la reconstruction. Je veux remercier le gouvernement du Nigeria pour s'être engagé à reconstruire la Maison des Nations Unies comme un symbole de résistance de notre extraordinaire coopération. Les terroristes ont attaqué les Nations Unies et pris la vie de nombreux collègues. Mais notre mission est de construire, d'améliorer la vie des personnes dans le besoin, de vaincre la faim, les maladies, l'analphabétisme, de promouvoir le respect des libertés et des droits de l'homme. C'est un moment essentiel de l'histoire du Nigeria. Pendant sa visite de 2 jours, il assistera à une réunion au ministère des Affaires étrangères pour parler de démocratie, des droits de l'homme et de la neutralisation des violences extrémistes. Il rencontrera également la communauté d'affaires nigériane. Les membres de la campagne Bring Back Our Girls, Rendez-nous nos filles, ont assuré qu'ils allaient rencontrer Ban Ki-moon, ce qui n'a pas été confirmé par le gouvernement ni l'ONU. L'enlèvement en avril 2014 par Boko Haram de 276 lycéennes dans une école de Chibok dans l'état du Borno avait provoqué une forte émotion internationale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, Boko Haram a intensifié ses attaques dans l'état de Borno et dans 2 autres états voisins du nord-est. Cette nouvelle vague de violence a coûté la vie à plus de 1000 personnes et mis en échec les efforts lancés depuis le début de l'année par les armées du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger qui s'efforcent de contrer Boko Haram. Cette visite est la 2e de Ban Ki-moon au Nigeria depuis sa prise de fonction en 2007, après une première en mai 2011 qui avait été consacrée aux problèmes de la Libye et du Soudan du Sud. En bref, à présent, au Tchad, le Premier ministre a finalement procédé au remaniement ministériel attendu depuis plusieurs mois. Principale nouveauté du remaniement, la scission en deux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le premier démembrement porte la dénomination de ministère de l'administration territoriale et le second, celui de la Sécurité publique et de l'immigration. Autre fait majeur, Ahmad Mahamat Bachir, ancien ministre de l'Intérieur devenu conseiller à la présidence, fait son retour au gouvernement à la tête de la sécurité publique, portefeuille sensible dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Au total, 11 personnalités ont fait leur entrée au gouvernement et 8 autres ont perdu leur portefeuille.
Toujours en bref, mais cette fois-ci en Centrafrique, après sa spectaculaire évasion la semaine dernière, Bertin Béa, le secrétaire général du parti Kwanakwa de l'Est, président François Bozizé, a regagné son lieu de détention. Arrêté le 15 août dernier, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Paris, et puis libéré jeudi par ses militants, ce dernier a volontairement regagné son lieu de détention, la section recherche et investigation de Bangui. Précisons que Bertin Béa est celui qui avait annoncé le 7 août dernier la candidature de François Bozizé à la présidentielle d'octobre prochain. Au Burundi, l'organisation non gouvernementale Amnesty International a dénoncé hier des faits de violation des droits de l'homme. Selon l'organisation, les opposants du président Nkurunziza sont couramment victimes de torture. Ils seraient frappés à coups de barre de fer ou brûlés à l'acide par les forces de sécurité. Les détails à travers ce reportage. Depuis le début des mouvements de contestation contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en avril dernier, la torture et autres mauvais traitements contre des membres de l'opposition politique, ou supposés tels, sont de plus en plus fréquents au Burundi. Une situation décriée par Amnesty International. Le service national des renseignements emploie la torture pour extorquer des aveux et recueillir des renseignements au sujet de manifestants. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses testicules, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour bactéries. Amnesty International a constaté ces blessures, elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et le service national des renseignements. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes qui ont été détenues. Nous espérons que notre rapport « Just tell me what to confess to », qui signifie « Dites-moi juste ce que je dois avouer », va montrer à quel point le problème est sérieux et comment l'usage de la torture pour réprimer les manifestations et les dissidents va diviser le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que ça dégénère complètement. La torture et les mouvements de traitement ne sont pas les seuls faits dénoncés par Amnesty International. L'Organisation des droits de l'homme dénonce également le caractère arbitraire des arrestations et détentions, ainsi que l'absence d'avocats, de médecins ou encore l'interdiction de visite des proches des personnes arrêtées. Au Gabon, la ville d'Oyem est désormais accessible depuis Libreville par bus. Le Premier ministre et chef du gouvernement gabonais a lui-même effectué le déplacement pour accueillir les premiers passagers de cette nouvelle liaison. Paul Avougou Ndila. Cette image de Daniel Onaondo saluant les passagers du voyage inaugural de la ligne Sogatra-Libreville-Oyem et ses chaudes embrassades du ministre des Transports, désormais gravées dans la mémoire de ses pionniers. Mission accomplie pour la Société gabonaise de transport, le Grand Nord au même titre que le sud du pays désormais accessible au tarif unique de 10 000 francs CFA dans un confort et une sécurité à nul autre pareil. Le Premier ministre dit s'en réjouir, n'en déplaise aux détracteurs qui assimilent ce geste de pur patriotisme à un acte politique. Ça rentre dans le plan stratégique Gabon émergent. Les élections ne sont pas encore arrivées. Nous sommes en train de travailler selon le programme du chef de l'État. Parce que cette opération touche les populations les plus démunies. Au lieu de payer 15 000 francs, elles payent 10 000 francs. Et 10 000 francs avec des bagages, alors qu'il y a une économie de 5 000 francs. Donc là, on touche à la lutte vraiment contre la pauvreté. On ne peut qu'en être fier. Ce n'est pas tout. Les 60 000 âmes, dont 17 000 élèves qui vivent dans cette belle cité, vont dès cette fin d'année bénéficier d'une dotation de plusieurs bus pour desservir ces différents quartiers et autres établissements scolaires. C'est une ère nouvelle qui s'élève sur la capitale du Wellington. Et cela ne s'arrêtera pas en si bon chemin, promet Alain Djoubi Osami. Le directeur général de la Sogatra sait que la tâche ne sera pas facile, surtout avec la dégradation progressive du réseau routier de la ville et du département par endroits.
L'arrivée de la Sogatra au nord du pays vient effacer le souvenir hideux de la mère expérience d'il y a 5 ans, confesse Emmanuel Obamondo. Ce n'était pas faute d'avoir essayé, rappelle l'adjoint au maire de la commune. Cette tâche, poursuit-il, dévolue à une dotation issue de la coopération décentralisée avec la France, avait viré au cauchemar. Les reliques de cette aventure hantent encore la cour de l'hôtel de ville d'Oyem. Mais en attendant, les bus sont là. Les premiers passagers heureux ne tarissent pas d'éloges pour le comité managérial de la Société gabonaise de transport. Détenteurs du pouvoir de gestion des cités durant la période coloniale, les rois ont à nos jours un rôle et une place qui restent peu connus dans plusieurs pays africains. Mais quels sont les attributs des chefs traditionnels entre-temps appelés rois aux côtés des pouvoirs centraux? Élément de réponse à travers cet élément de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Depuis le vote de la loi 2007-002 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, une meilleure organisation s'est installée au sein de ces regroupements socio-ethniques. Désormais, les chefs traditionnels entre-temps appelés rois connaissent mieux leur rôle et place vis-à-vis du pouvoir central au Togo. Notre constitution, en son article 143, a fait de nous les garants des us et coutumes. Est-ce que c'est ça seul que nous avons à faire? Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, nous jouons aussi le rôle qu'on jouait avant, celui de la cohésion sociale. Pour une compréhension de ce rôle, le chef traditionnel des lignées Lawson, Awawato Savado Lawson, Zankli 8, Daneho, une ville du sud du Togo, a rencontré samedi dernier la presse nationale et internationale pour faire la lumière sur les multiples interrogations dont les rois font l'objet et sur leur utilité de nos jours dans les pays africains. Nous avons également notre rôle, un rôle d'acteur de développement. Bon, nous, à l'Olamé ici, nous disons oui, et c'est ça qui a fait que nous avons, depuis mon intronisation il y a 13 ans, nous avons créé au niveau du palais la radio Océan FM qui nous permet de communiquer avec la population directement et de voir également notre manière d'éducation qui n'est plus cela. Nous avons essayé aussi de créer un centre médico-social que nous appelons l'AMESSIN. Nous avons créé aussi un centre de formation de jeunes avec plusieurs ateliers. Selon le conférencier, les gouvernants des États africains et particulièrement ceux du Togo ont besoin de leur contribution pour assurer la politique du développement de leur pays à l'ère de la décentralisation. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.